Mon point de vue, c'est que le droit international dont on parle, l'Organisation des Nations Unies, Nuremberg, le procès de Nuremberg et les conséquences du procès de Nuremberg, tout ça vient, si vous voulez, d'un monde post-Seconde Guerre mondiale qui s'est basé sur une narration de la Seconde Guerre mondiale qui est falsifiée, erronée. Ce qui veut dire qu'en réalité, après la parenthèse très courte des Trente Glorieuses, avec une apparente opulence et un apparent boom économique, ça aura duré très peu de temps pour le nombre de morts important qu'il y a eu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça en valait la peine? En fait, progressivement, on a très vite vu ce que la Seconde Guerre mondiale cachait, c'est-à-dire la mise sur piédestal de la voyoucratie américaine, qui prolongeait la voyoucratie colonialiste anglaise avec, au bénéfice de la mafia israélienne comme, on va dire, l'arrière-boutique de la mascarade au point de vue de la dynamique collective. Ce qui veut dire qu'en réalité, si le droit international basé sur, en gros, on va le dire comme ça, surtout pour le monde occidental, l'acceptation d'une mythologie choatique qui, à mon sens, relève d'une malhonnêteté et d'un vice extrêmement important. Le monde post-Seconde Guerre mondiale, donc, qui s'est basé sur la Shoah et qui s'enfonce donc vers le refus d'émancipation et le refus de faire un travail spirituel pour se complaire en réalité dans un consumérisme juivisé, plutôt de tendance voyoucrate. On va dire ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une des étapes d'enfoncement qui mène au projet du Grand Israël, puisque effectivement, bon, on peut parler du côté technique de l'enlèvement. On va dire que techniquement, c'est bien joué parce que ça, en coût financier et en coût humain, dans une partie d'échec, là, le roi enlevé sans perdre de pion, il doit y avoir quand même quelques dizaines de morts répertoriés. Ça ne s'est pas fait sans mort, mais ce n'est pas, si vous voulez, le coût d'une guerre en Irak avec des tapis de bombes, des porte-avions, des débarquements, des avions et puis des pertes humaines très importantes. On va dire que si le coup de Trump fonctionne, parce que ce n'est pas encore gagné, le fait de mettre en détention sur le territoire américain de manière illégale au point de vue du regard international, c'est une chose. Maintenant, de convertir le Venezuela, c'en est une autre. Le gouvernement n'est pas encore tombé. Bon, on peut penser que les services américains avaient planifié ça depuis longtemps par le fait de corrompre ou de mettre un pied dans on va dire, dans le monde politique vénézuélien et dans l'armée. Parce que rentrer comme dans du beurre et en sortir avec Maduro, on peut penser que Maduro avait négocié tout ça pour éviter de finir assassiné ou qu'il y ait une guerre, pour éviter qu'il y ait trop de morts. Soit il a été trahi, si vous voulez. En tout cas, ça a été bien préparé et ça limite le coût humain et ça limite le coût financier. Ça, c'est juste le côté technique. Voilà, c'est un coût. Donc, c'est un moindre coût, c'est bien vu. Derrière, visait la Chine, puisque 4% de l'importation du pétrole chinois venait du Venezuela, et puis l'Iran, bien sûr. Au point de vue du jeu d'échecs, c'est bon, on peut dire que ça va alimenter les compagnies pétrolières américaines, ça va peut-être mettre des bâtons dans les roues au point de vue de l'implantation des ennemis de l'Amérique comme la Russie et la Chine dans cette partie du monde. Mais ça, c'est pour la géopolitique, le côté jeu d'échecs. Au point de vue du rapport humain et moral, on est dans une obscénité voyoucrate typiquement américaine. Bon, voilà. Mais encore une fois de plus, je reviens sur ce que j'ai dit. Il ne faut pas s'étonner quand on a comme ciment la Shoah et la narration falsifiée de la Seconde Guerre mondiale, qu'en bout de tableau, finalement, il ne reste plus que les mafias américaines et juives pour faire la loi en foulant aux pieds toute la poudre aux yeux des règles qui ont émergé de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale était vraiment une démolition contrôlée d'un ancien monde au profit d'un nouveau plus superficiel de tendance mafieuse judéo-protestante.
Voilà. C'est pour ça que l'Europe finit par être sous tutelle et être totalement soumise aux injonctions judéo-protestantes, voire des présidents comme Macron, Merz, Starmer, voilà, et d'autres. Hein. Il y a quelques exceptions, mais enfin bon, ce sont des exceptions qui sont en plus des paradoxes relatifs, on va dire. Mais on a une voyoucratie multipolaire russe opposée à un monde unipolaire occidental. Donc ça donne les BRICS par effet de domino contre le monde occidental unipolaire, avec dans ce monde globaliste unipolaire un espèce de contraste avec Trump qui, lui, a une position prétendument anti-globaliste. Et c'est vrai qu'en sur certains aspects, Trump fait un travail anti-globaliste au sein de ce délire sioniste. Mais il ne faut pas rêver, Trump ne sera pas éternel et on va dire son legs au point de vue politique finira comme d'habitude avec les Américains après, on va dire, des mandats républicains, succèdent des mandats démocrates avec l'établissement, si vous voulez, Pipo et Molo, après la droite, d'une espèce de sous-dictature gauchiste qui va utiliser tout ce qu'a créé l'autre parti, si vous voulez, à son avantage. Regardez ce que Biden et Obama ont fait, quoi. C'est pas beau à voir, si vous voulez. Ça suivait d'une certaine manière ce qu'avait fait Bush. Hein. On est quand même dans la green machine avec d'un côté les républicains, de l'autre les démocrates. Enfin, ils suivent les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire, ils sont tous les deux d'un côté d'un arbre et ils coupent l'arbre d'un côté et de l'autre. Hein. Ça revient au même. Voilà. Avec Trump, on a l'expression d'un mouvement chrétien sioniste, ce qui est une ineptie, puisque le mouvement chrétien ne peut pas être sioniste à son détriment, sauf à son détriment, si vous voulez. Les seuls qui ont une logique à être sionistes, c'est les juifs. Les autres, s'ils se prétendent chrétiens sionistes, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que le christianisme. Et puis finalement, en fait, le sionisme travaille contre eux-mêmes, si vous voulez. Voilà. Bon. Donc on est dans un processus d'enfoncement, il faut avoir le processus global historique pour le comprendre, mais il faut bien voir que la Seconde Guerre mondiale repose sur des bases falsifiées avec comme ciment la Shoah, qui est en réalité au niveau de l'expression cachée, si vous voulez, en gros, hein, le message de la Shoah, c'est qu'on préfère se complaire dans la judisation consumériste, même de tendance voyoucrate, plutôt que de faire des efforts spirituels. C'est ça que veut dire la Shoah, parce que on va dire que le mensonge sur ce qui s'est passé à cette époque-là, ça relève de l'inversion sur la réalité, si vous voulez, c'est-à-dire en gros le pauvre juif victime et le méchant allemand génocidaire. Ça veut dire tout simplement que l'Allemand qui voulait faire autre chose que de se soumettre à la dette judéo-bancaire est en fait un monstre, tandis que le juif qui veut se complaire dans son matérialisme, si vous voulez, est une victime. Le dire comme ça. Hein. Voilà. Et donc, ça ne pouvait accoucher qu'à la fin à cette espèce de gabegie où on n'a plus affaire à du droit international. Hein. C'est terminé. On a affaire, si vous voulez, à un impérialisme païen primitif, élaboré, hein, sophistiqué, intelligent, mais très reptilien et très basé en réalité sur l'antichristianisme bien compris et l'antispiritualité. On s'enfonce dans des airs de technofascisme écolo-juivisé, on va dire. Voilà. En n'insultant pas le terme, en utilisant le terme fasciste, pas sur le terme italien Mussolini, mais plus l'appropriation qu'en ont fait de ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire oui, la Chine impactée, l'Iran va être le prochain, le Groenland, et puis on peut être certain qu'il y a d'autres choses qui sont préparées par l'administration Trump. Alors, une fois de plus, les Russes ont été très lents et n'ont pas été capables d'anticiper et d'empêcher que ça se produise. Ils se sont fait avoir avec la Libye de Kadhafi, la Syrie de Bachar al-Assad, et ils se sont fait avoir avec le Venezuela, parce que eux, les Russes sont des voyous aussi de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le bolchevisme a été financé par la City.
c'est pas Trotsky qui a émergé de ça, mais Staline. Donc, du coup, c'était un peu trop viril pour la City. Donc, il a fallu faire la guerre froide pour continuer de raboter ce que le bolchevisme avait fait de la culture slave. Hein. Le but, c'était quand même une unification entre l'Est et l'Ouest par des réformes de masse et des massacres de masse. Hein. 90% de l'appareil d'État bolchevique était juif au départ. Mais quand Staline a réussi à prendre le dessus, en fait, ça a ennuyé, bien qu'il ait continué le processus, mais de manière paradoxale et contrastée, il a aussi quelque chose de différent par rapport à ce qu'attendait la City et Wall Street. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre froide pour continuer le processus. Et l'Empire ottoman a volé en éclats au travers des Première et Deuxième Guerres mondiales, et le monde arabe s'est dispatché entre capitalisme et communisme, et le monde de l'Amérique latine également. Et il y a toujours eu ce mimétisme d'opposition, avec des Arabes d'un côté, des Sud-Américains ou des gens d'Amérique centrale ou de tous ces pays en dessous de l'Amérique du Nord. Il y a toujours eu des groupes dispatchés dans les deux camps. Et il y a, avec le phénomène Laurence d'Arabie, les anglo-saxons ont toujours monté les Arabes les uns contre les autres dans un effet de démolition contrôlée. C'est pareil pour l'Amérique du Sud et Maduro, c'est la suite logique de ça. C'est-à-dire qu'après l'URSS, en réalité, l'influence a continué dans ces mondes-là entre la Russie et les États-Unis, si vous voulez. Voilà. Avec le jeu de la Chine qui a monté, qui est un double mimétique du consumérisme des Occidentaux, mais avec une tendance pas complètement disloquée comme dans l'unilatéralisme, si vous voulez. Voilà. Et donc, on peut penser que ça ne va pas s'arrêter là et que du coup, peut-être que les États-Unis vont réalimenter leur économie d'une certaine manière, s'ils arrivent à convertir le Venezuela. Il y a du pétrole, les grosses compagnies pétrolières, ça va bloquer le pétrole pour les autres. Et avec le Groenland, effectivement, il se donne une possibilité de se prolonger encore un peu hein, parce que c'est un vampire mourant qui a besoin de siphonner, si vous voulez, les ressources des autres, comme le sang, si vous voulez, des autres pour survivre. La culture anglo-saxonne, c'est un peu comme le Dajjal qui a qu'un œil. Avec le parallèle, on peut le faire avec Odin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a le phénomène des pilleurs commerçants. C'est la définition de viking. Hein. La mythologie nordique, c'est Odin qui se travestit physiquement dans la domination militaire et qui finit dans un combat final broyé dans l'éloignement de la nature sauvage. Hein. Le Ragnarok, c'est la défaite finale. Il y a un défaitisme et une superficialité dans la culture nordique qui s'exprime par leur économie de la fuite en avant dans la dette et dans les guerres, hein, pour maquiller la gabegie. Donc il n'y a rien à attendre de si la Shoah n'est pas remise en cause, ça veut dire que la collectivité se prolongera dans un refus de spiritualité et une judaisation. Et deux, si les anglo-saxons sont toujours à la tête de l'Occident, ça veut dire que ça se finira en guerre de masse et avec le plus naïf qui assumera pour les autres. Hein. Dans la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont été très naïfs, puisque les plus costauds, c'était les Allemands. On les a balancés contre les Russes pour faire d'une pierre deux coups, et en fait, une fois que les Russes ont gagné la guerre, les Américains sont intervenus à moindre frais, on va dire, à moindre coût, et pour empocher la mise et bloquer, si vous voulez, l'URSS et pouvoir faire la guerre froide pour continuer cette démolition contrôlée. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, il n'y a plus que après la mascarade du faux droit international et de la fausse concorde, hein, le gaullisme représente bien cette diplomatie mondiale post-Seconde Guerre mondiale. Tout ça vole en éclats à partir du 11 septembre, avec l'expression technologique du gaullisme, c'est le Concorde. Et le 11 septembre, cette période-là, le Concorde, il y a un accident qui est assez symbolique, si vous voulez, de la fin de cette espèce de période post-Seconde Guerre mondiale poudre aux yeux. Et il n'y a que les voyoucraties juives et les voyoucraties judéo-protestantes qui mènent le bal. C'était ce qu'il y avait derrière, en réalité, la Seconde Guerre mondiale et qui allait s'exprimer, c'était ça, si vous voulez. Hein. Je rappelle qu'on a le processus de catholicisme prédaté par la superficialité protestante et le judaïsme en bout de tableau. Hein. Il y a une démolition contrôlée avec le monde orthodoxe qui est ciblé également. Hein. Révolution française, d'essence libérale anglaise dans l'inspiration, bolchevisme financé par la City, et puis suivi des branches que ça donne par une prédation de superficialisation. La France a suivi cet aspect de prédation judéo-protestante qui l'a progressivement de plus en plus dégradé. Et c'est pareil pour la Russie et le bolchevisme, si vous voulez, et ce que ça a donné dans ces aires d'influence.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également sur cette histoire? Bon, moi, je ne défends pas les régimes communistes, socialistes. Il y a un droit international. Ces gens-là se sont tous engagés à l'ONU, se sont tous érigés sur l'antifascisme et les jolis discours. Et aujourd'hui, effectivement, ça vole en éclats. Et d'ailleurs, peu de monde a de moyens, si vous voulez, de faire quoi que ce soit pour empêcher les États-Unis de se comporter comme des mafieux. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais il ne faut pas être surpris. Quand on lit entre les lignes, c'est quand même la conséquence du film dégradé de la Seconde Guerre mondiale et de son narratif. Encore une fois de plus, si les gens, après la Seconde Guerre mondiale, se sont cachés derrière la Shoah pour ne pas avoir à se remettre en cause et faire de retour en arrière et s'enfoncer dans cette espèce de culte technologique satanique qui donne la NASA, en s'appuyant sur des gens comme Werner von Braun, c'est-à-dire assimiler ce qui était costaud avant pour donner du poids à cet aspect en aval superficiel prédateur qui a gagné, si vous voulez. Donc ça donne la NASA pour les uns, Sputnik pour les autres, et finalement ils se battent les uns contre les autres avec la guerre froide, hein, dans le monde arabe y compris et dans le monde d'Amérique latine. Et puis progressivement, on voit bien que comme les régimes communistes, le marxiste indusé, le trotskisme pourrissent, le côté voyoucrate judo-protestant qui est assez égal à lui-même dans la superficialité, mais qui s'enfonce quand même, continue à raboter, si vous voulez. Hein. Donc évidemment, vous avez tous les leaders arabes inscrits dans les révolutions socialistes de type Kadhafi, le bassisme de Bachar al-Assad, qui est un parallèle avec la Révolution française, le mouvement baassiste de Saddam Hussein. Bon, tout ça finit par être détruit. Alors, les Américains essayent de récupérer les sphères d'influence passées où les anglo-saxons avaient investi dans le pétrole. L'Iran ou le Venezuela, c'était des endroits où, avant les révolutions socialistes de type la révolution de Fidel Castro, par exemple. Castro, quand il a fait sa révolution, il a viré les bordels et les casinos où la CIA et la mafia blanchissaient l'argent de la drogue, si vous voulez. Hein. Il a fait des hôpitaux à la place. Bon, et Cuba va être visé d'ailleurs. Hein. Mais on voit bien que les Américains ont toujours en travers de la gorge les nationalisations et les révolutions, voire les révolutions religieuses hein, en Iran, où finalement ils ont fini par nationaliser le pétrole des compagnies privées anglo-saxonnes. Et là, les anglo-saxons remettent les mains sur dans le pourrissement de ces cultures qui ne font pas d'efforts de faire des réformes d'inversion spirituelle. En fait, la bourgeoisie ou la jeunesse est toujours séduite par le mondialisme sataniste. C'est pour ça qu'ils font des révolutions colorées. Les Américains s'appuient sur des révolutions colorées, essayent de faire des changements de régime comme ça. Et puis au Venezuela, ça ne fait pas exception. Ils ont certainement corrompu une partie des gens pour pouvoir faire leur coup, si vous voulez. Donc on voit bien que le pourrissement de la contrepartie qu'avait financé à l'origine la City, hein, qui donne le communisme et puis les révolutions socialistes un peu partout dans le monde, pourri et toujours prédaté par la City et Wall Street, d'une certaine manière, que ce soit par l'aspect jacksonien ou de ce que représente Trump, si vous voulez, avec son mouvement chrétien sioniste, ou la gauche sioniste, c'est toujours dans la Green Machine, si vous voulez, c'est toujours le même processus. Voilà. Alors je dis le gaullisme fait partie de cette voyoucratie puisqu'ils étaient du côté des Rothschild pendant la Seconde Guerre mondiale et des judo-protestants. De Gaulle a essayé de lutter après pour imposer son modèle, mais il n'était pas question pour les anglo-saxons de laisser les gens qui ont travaillé à saboter, si vous voulez, l'ancienne ligne européenne qui bloquait l'émergence américaine. Il n'était pas question ensuite de laisser les gaullistes s'imposer. Donc ils ont essayé d'assassiner De Gaulle et ils le virent par mai 68 en manipulant les jeunes. C'est le procédé de démolition contrôlée, si vous voulez. Hein, voilà. On rappellera qu'Adolf Hitler défendait le droit des Palestiniens à ne pas se faire génocider. Hein. Le discours de 1939 adressé à Churchill et à Roosevelt, où il explique que les Palestiniens sont massacrés par des colons juifs appuyés par l'armée britannique et que personne ne les défend. Hein, et que lui ne compte pas laisser l'influence Allemagne se retrouver en état d'être comme les Palestiniens, si vous voulez. Voilà. C'est un discours à savoir que peu de gens vont vous montrer. YouTube me l'a supprimé, mais ça doit exister, je l'ai raboté sur une de mes chaînes YouTube. C'est un discours à entendre parce que ça replace, si vous voulez,
le discours d'Adolf Hitler dans le contraste de ce qu'on en dit aujourd'hui, et notamment les gaullistes qui... De Gaulle, il y a toujours un aspect de Gaulle. Hein. Les gaullistes aujourd'hui sont honnêtes par rapport au conflit en Ukraine. Hein. Ils vont dire que les Russes ne sont pas les agresseurs, mais ont été contraints d'intervenir et qu'ils font d'une paire de coups, ils récupèrent des endroits où il y a des ressources naturelles et des russophones. Mais ils ont été provoqués, hein, puisque l'OTAN n'a fait que progresser jusqu'aux portes de Moscou pratiquement. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le Donbass allait être envahi, hein, parce qu'ils étaient en train d'essayer de lutter pour leur autonomie, puisque à partir du moment où il y a eu une révolution qui a démis Yanukovych pour placer Poroshenko, la partie russophone s'est vue agressée par l'autre partie de l'Ukraine. Et il y allait avoir une invasion, et c'est en respectant le droit international que Poutine a contré cette invasion. C'est quand même assez opposé au fait que Trump peut-être dit, puisque la Russie récupère la Crimée et le Donbass, nous, on va récupérer le Venezuela, si vous voulez. D'un côté, les Russes qui respectent le droit international parce qu'ils sont naïfs et qui croient leur guerre patriotique du bien contre le mal, contre les méchants nationaux socialistes allemands, alors qu'en fait, ils ont été les idiots utiles, et Churchill et Roosevelt se sont frottés les mains de voir 26 millions de Slaves massacrés par la technicité allemande, si vous voulez. Il faut être clair. La guerre patriotique n'est que l'expression de l'obscénité du machiavélisme des uns, les judo-protestants derrière, mais aussi de l'aspect totalement vulgaire de Staline, hein, qui n'a eu comme stratégie militaire que d'utiliser en grande partie le nombre, même si on ne va pas caricaturer que comme ça, si vous voulez. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a une naïveté chez les Russes qu'on retrouve aujourd'hui dans le fait qu'ils se fassent doubler au Venezuela, dans le fait de croire que le monde post-seconde guerre mondiale est un monde civilisé qui aboutit sur des règles civilisées et de vie en communauté, si vous voulez. Non. Voilà. Bon, après, je ne dis pas que je prétends savoir ce que les Russes pensent, si vous voulez. Hein. On sait que dans le point de vue exprimé sur le génocide palestinien, Zakharova exprime un point de vue qui est tout à fait proche du mien, hein, c'est-à-dire qu'il y a un problème psychiatrique du côté des génocideurs, hein, judéo-protestants, parce que les Américains ont participé, hein, et que Trump est complice de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre là-bas, hein, en appuyant le régime génocidaire de Netanyahou. Mais ça se fait sur le pourrissement du monde arabe et sur les ambiguïtés du monde arabe par le concept de guerre au terrorisme, où on s'appuie sur des factions terroristes corrompues pour justifier de prendre des terres. Hein. C'est le concept de la guerre au terrorisme, hein, dans lequel le Dalai Lama et les bouddhistes ne sont pas tombés, hein, puisque le Dalai Lama, on dit, oui, il a des liens avec la CIA, il est du côté des Américains pour embêter les Chinois. Je vous rappelle que si vous regardez le monde musulman, les Tchétchènes ont été transformés par la CIA en terroristes pour embêter la Russie de Poutine. Poutine les a retournés en sa direction. Les Ouïghours ont été transformés en terroristes contre les Chinois. Mais les Tibétains, eux, et c'est là qu'on voit que le Dalai Lama est beaucoup plus souple que ce que prétendent certaines personnes, notamment des gaullistes, c'est que le Dalai Lama n'a pas transformé les Tibétains en terroristes et en agents de la mafia dans un jeu de billard à 3 bandes contre les Chinois, si vous voulez. Il a été plus souple et plus malin, et en fait, au lieu de voir les Tibétains se faire massacrer par le poids de la Chine, eh bien, il a dit, si on veut survivre, comme les Chinois sont plus nombreux et qui ne s'arrêteront jamais, eh bien, il vaut mieux, si vous voulez, faire partie de la Chine et essayer de perpétuer nos valeurs en faisant partie de la Chine. C'est ce qu'on appelle la voie de la souplesse et de l'intelligence, à mon avis. Après, il y en a qui disent, moi, je préfère l'aspect nordique de combattre jusqu'à la fin, même si la défaite est inévitable. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Hein. Bon, voilà. Mais le Dalai Lama, je pense, est une personne plus sage et plus maligne que ce que certains en pensent. Il ne suffit pas de dire qu'il était allié de la CIA pour dire qu'il a travaillé pour la CIA. Le fait est que la CIA n'a pas réussi à berner le Dalai Lama et à transformer les Tibétains en terroristes contre les Chinois. C'est un point de vue qui, je pense, n'est pas assez exposé. Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, on assiste à la fin d'une ère. Hein. On
n'est plus dans le droit international post-seconde guerre mondiale, on est aujourd'hui dans des empires païens qui se cachent derrière un apparat chrétien pour certains, mais ce n'est pas du christianisme. Je rappelle que Poutine se prétend, remettre au goût du jour l'orthodoxie, mais comme le dit un gaulliste, donc quelqu'un d'imparfait comme Pierre Hillard, mais qui dit aussi des choses intéressantes, il y a dans la culture russe, ce sont des nordiques aussi, donc c'est teinté, si vous voulez, c'est une autre forme de nordique, c'est teinté de paganisme et un peu de satanisme. Hein, donc, et en fait, vous avez des nordiques opposés, hein, avec les judéo-protestants, on a des anglo-saxons, ce sont des nordiques également, mais plus satanistes. Là, c'est obligé de regarder un peu les groupes nordiques en opposition. En Ukraine, par exemple, c'est des groupes particuliers de nordiques, hein, ceux qui sont anti-russes. On a des traces archéologiques de groupes nordiques particuliers ultra violents et qui ne sont pas les mêmes que l'Allemagne d'Adolf Hitler ou ceux qu'on trouve en Italie du Nord et qui vont s'inscrire dans le mouvement fasciste et qui vont s'allier avec leurs collègues d'Allemagne, hein, de Bavière ou de Forêt-Noire ou d'autres, si vous voulez. Ce n'est pas les mêmes groupes. Et c'est pour ça que Bandera, qui était du côté ukrainien d'extrême droite, a été mis en prison par les nationaux socialistes allemands. C'est que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça, c'est pour couper, si vous voulez, le mensonge de dire que ce qu'on voit avec les néo-nazis en Ukraine et le comportement européiste, ça serait, si vous voulez, la résurgence du national-socialisme, et ça serait très parallèle avec Netanyahou. Non, l'Europe et les européistes, c'est la conséquence de la défaite d'Adolf Hitler. Et pareil pour le projet du Grand Israël. Je rappelle que Adolf Hitler se battait contre cette dette judéo-bancaire et contre cette espèce de gabegie décadente. Hein, voilà. Mais souvent, les gaullistes mentent sur Adolf Hitler en disant la vérité sur l'Ukraine. C'est-à-dire ils vont dire oui, Adolf Hitler a envahi la Pologne comme le méchant dictateur suprémaciste qu'il était, alors qu'en fait, ce qu'a fait Adolf Hitler en Pologne est tout à fait parallèle à ce qu'a fait Poutine en Ukraine. Il est intervenu pour défendre les minorités allemandes qui étaient massacrées, notamment par des groupuscules poussés par les Anglais à le faire. Hein. Ceux qui ont voulu que la guerre éclate dans cette partie-là, c'est surtout les Anglais, les Français et le camp des Alliés, hein, des libérateurs, des héros de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Entre guillemets, hein, c'est ironique ce que je dis. Mais voilà. Et donc, il faut remettre les choses à leur place. Moi, je pense que le national-socialisme et le fascisme, c'est une voyoucratie colonialiste, certes, mais elle est en amont des autres. Les autres sont aussi des voyoucraties plus superficielles qui ont détruit, si vous voulez, l'ordre établi d'avant et la virilité du national-socialisme qui bloquait la dette judo-bancaire. C'est pour ça qu'on arrive au projet du Grand Israël en bout de tableau et que le droit international finit par voler en éclats et que finalement on voit la véritable facette des victimes des camps de concentration, en fait, sont des génocideurs de Palestiniens. Donc ça invalide totalement, si vous voulez, la Shoah. C'est qu'on ne peut pas prétendre être victime de camps concentrationnaires et de génocide quand on se met à reproduire ce dont on prétend être victime, si vous voulez. Ça n'a plus de légitimité. Mais aujourd'hui, de toute façon, il n'y a plus de règles, tout le monde s'en fout, et les gens sont plus des hystériques et des gens dans l'émotionnel, et ne prennent pas le temps, de toute façon, de réfléchir à tout ça. Donc il y a un ciment choatique qui, tant qu'il n'est pas remis en cause, sera un marqueur de la direction collective à ne pas vouloir faire d'efforts spirituels et à préférer se complaire dans une espèce de direction inversée sataniste de culte pro-technologique. Si vous voulez. Parce qu'Israël est la manifestation d'une hypocrisie barabassienne collective, c'est-à-dire la poursuite du colonialisme au profit du culte de la science. Aujourd'hui, ça se cache derrière l'écologie, si vous voulez, hein, le Great Reset et ce genre de choses. Voilà. Et Trump fait partie de cet aspect-là, si vous voulez, mais avec le contraste d'être prétendument anti-globaliste, voilà, prétendument en train de nettoyer le marais, mais il fait partie de la Green Machine et il fait partie, si vous voulez. Et alors en plus, lui, il est contrasté par rapport aux républicains démocrates qui sont souvent pipomolos. Lui, il a encore un contraste au-dessus, mais au final, ça reste un anglo-saxon superficiel sioniste. Voilà, donc il finit par couvrir les crimes de Netanyahou et à le protéger. Bon. On rappelle le parcours de Trump, formé par Roy Cohn, la mafia juive. Roy Cohn était un homosexuel qui était spécialisé dans le chantage sexuel.
Alors, je fais une parenthèse, s'il y a des gens qui sont abonnés à plusieurs de mes chaînes, ça m'arrive souvent de répéter les mêmes choses d'une chaîne à l'autre. Mais bon, c'est parce que je pars du principe que les gens qui regardent mon direct sur cette chaîne ne sont pas forcément les mêmes. Mais de toute façon, il n'y a rien de mal à répéter les mêmes choses, parce que finalement, des fois, on ne peut pas se concentrer tout le temps sur un direct ou des dires. Et puis le fait que ça revienne, ça permet de mieux comprendre le point de vue exposé. Voilà. Donc, formé par Heroicon, ensuite, il a été sauvé dans sa gabegie financière à Atlantic City par un émissaire de Rothschild. Et puis après, il s'est plié aux Lubavitch, qui sont aussi présents en Russie, d'une autre manière. Et il finit par couvrir Netanyahou. Donc on voit bien que c'est sûr qu'il ne faut pas compter sur les Russes et les Américains pour remettre en cause la Shoah. Hein. Ils s'enfoncent tous, si vous voulez, derrière ce mensonge-là pour ne pas faire de retour en arrière. Voilà. Bon, les Chinois, il faut voir que les Chinois sont un double mimétique du capitalisme occidental qui est amené à prendre la suite sur la dislocation des États-Unis dans le temps. Je pense que si on continue dans les perspectives pro-technologiques du mondialisme, les Chinois sont amenés à prendre la suite. D'ailleurs, les démocrates, et en France, pas mal de politiciens, travaillaient, si vous voulez, à faire de l'argent sur la dislocation de leurs pays respectifs au profit de la Chine. Donc, les Rothschild ont investi au point de vue des banques écologiques au début des années 2000 par un type qui s'appelle Maurice Strong et couvert par le Parti communiste. Ils ont investi sur la Chine comme une base future d'une espèce de socle mondialiste pro-technologique, hein, une dictature par le numérique, le digital, le contrôle facial, la carte d'identité à points, le crédit social, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Je ne vais pas faire un dessin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le boom chinois n'est que de la poudre aux yeux qui cache en réalité la prolongation du capitalisme mondialiste des Occidentaux qui sont à l'initiative du modèle économique chinois. Les Chinois n'ont pas inventé ni le communisme ni le capitalisme, mais ils y ont collé, si vous voulez. Voilà, de manière attentiste sur la chute des autres, ils attendent de prendre la suite. Et c'est ce pourquoi ils sont destinés par des grandes familles monopolistiques en arrière de la géopolitique mondiale. Voilà. Parce que moi, j'ai rien contre les Asiatiques. Il y a des grandes qualités dans toutes les cultures. Dans le monde asiatique, il y a un potentiel énorme. Mais ce n'est pas, si vous voulez, la culture originale, la tradition et la spiritualité asiatique qui est en train d'émerger du capitalisme chinois, bien que certains Asiatiques pourront bénéficier de ça pour se développer, si vous voulez, et pas que les Asiatiques, hein, les pays des BRICS, ce genre de choses, les pays émergents, même s'ils partent de beaucoup plus loin et que c'est basé sur la chute des autres en Occident, ce qui émerge de la Chine, c'est le côté consumériste de masse, avec le gâchis, le gaspillage, et forcément les compétitions pour l'hégémonie, si vous voulez. Hein, il faut bien comprendre les dynamiques respectives collectives en opposition mimétique. Voilà. J'ai expliqué le bolchevisme et ses branches dans le monde arabe et les pays d'Amérique latine, et comment c'était prédaté par ceux qui, à l'origine, l'avaient financé, hein, la City Wall Street. Comment ça a opéré par une démolition contrôlée. Maduro s'inscrit là-dedans, si vous voulez. Il fallait caractériser aussi l'imposture du mensonge de la Seconde Guerre mondiale et du narratif officiel de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, qui sont des marqueurs, si vous voulez, de la décadence qui suit après la parenthèse des 30 Glorieuses. Tout part en régime mafieux avec plus aucune règle. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo, pour expliquer que les règles derrière lesquelles les gens se sont cachés après la Seconde Guerre mondiale, plus personne ne les respecte, à part les naïfs ou les gens de bonne volonté. Dans le relativisme de ces mondes-là, il y a les Russes, les Chinois qui respectent plus le droit international que la contrepartie voyoucrate, qui, elle, sait très bien qu'elle a planifié, si vous voulez, la Seconde Guerre mondiale au bénéfice de sa propre voyoucratie. À part s'ils croient à leur baratin, mais voilà, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Après tout, il y a certainement des Américains qui sont convaincus qu'ils étaient les forces du bien contre les forces du mal et qu'ils ont libéré l'Europe. Voilà. Je rappelle que si le fascisme italien a viré la mafia, les Américains sont appuyés sur la mafia pour empêcher l'Italie de fonctionner économiquement. Ils ont assassiné des types comme Mattei, ils ont essayé d'assassiner De Gaulle. Hein. Et
Mattei, c'est pour l'Italie. Et en France, c'est des gens comme Pasqua, hein, le mafieux corse, sur lequel la CIA s'est appuyée. Désolé pour Asselineau qui n'a pas vu le coup venir, hein, visiblement qui n'a toujours pas compris, mais voilà, il y a bien la CIA derrière Pasqua, c'est bien la mafia corse, et les Américains sont bien appuyés sur les mafieux pour leur intérêt personnel. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Oui, les mythologies, c'est important de comprendre les mythologies parce que c'est l'expression de ce que vous allez faire économiquement et de ce que vous allez exprimer dans votre lutte extérieure. C'est-à-dire tout comportement humain est une lutte, est un combat, est une quête personnelle. Et les mythologies expriment cette quête. C'est toujours relié à l'émancipation intergénérationnelle et à ce qui en sort. Or, la mythologie nordique, elle finit mal dans un chaos final et une défaite, dans un processus de travestissement physique au profit d'une domination militaire et dans une défaite dans l'éloignement de la nature sauvage, qui est exprimée par le loup Fenrir. Ça, c'est la mythologie défaitiste nordique. Donc, ça veut dire que tant que les Nordiques et les Anglo-Saxons géreront les économies, il n'y aura pas de changement, si vous voulez, de reprise spirituelle et morale. Au contraire, dans la mythologie gréco-romaine, Zeus ne se fait pas bouffer par son père Cronos, il lui échappe en lui donnant à bouffer une pierre, qui est le symbole du matérialisme. Il bat les titans, l'énergie mal canalisée, il arrive au sommet de l'Olympe. Donc il y a un positivisme gréco-romain et une lutte et une victoire contre le paganisme à la symbolique animale des anciens temps. Tous les héros grecs sont des enfants de Zeus qui battent des monstres mi-hommes, mi-humains. Voilà. Ce paganisme à la symbolique animale, on la retrouve dans la mythologie et dans le folklore de l'Empire égyptien, où tous les dieux ont des têtes d'animaux. Crocodile, ibis, faucon, lion. Et ça cadrait à une époque, c'est-à-dire l'Empire égyptien, les empires successifs égyptiens ont donné des choses certainement très intéressantes et qui étaient, comment dire, appropriées par rapport à l'époque. Mais l'humain est censé évoluer. Et on voit qu'il y a eu une passation, si vous voulez, il y a une opposition où l'Empire égyptien était en train de disparaître. Il n'y avait plus le côté viril masculin, il ne restait plus que le côté féminin résiduel avec Cléopâtre. L'Empire égyptien a essayé au lieu de disparaître, a essayé de se prolonger en essayant d'infiltrer l'Empire romain. Donc ils avaient choisi Marc-Antoine. Donc il y a eu une bataille décisive entre ce positivisme gréco-romain et cette infiltration du paganisme des anciens temps à la symbolique animale que représentait l'Empire égyptien. Mais il y a eu donc la bataille d'Actium à Nicopolis en Grèce qui a opposé, si vous voulez, Octave, qui va donner le premier empereur romain à Marc-Antoine et Cléopâtre. Et on va voir qu'il va s'imposer dans cette bataille navale. Et donc c'est la fin de l'Empire égyptien et c'est la victoire, si vous voulez, de l'émancipation positive grecque sur l'ancien monde au paganisme animal, si vous voulez, au paganisme de la nature sauvage des anciens temps de l'homme, dans cette région, dans les régions où les gens étaient en contact, si vous voulez. Donc Octave est la manifestation, si vous voulez, de la victoire du positivisme gréco-romain contre le paganisme des anciens temps que portait l'Empire égyptien. Voilà. Et donc, quand vous comparez avec la mythologie nordique, on voit bien qu'il y a un défaitisme, une défaite par rapport au paganisme d'éloignement, et ça, c'est opposé à la culture gréco-romaine positive qui va, en plus, prendre une dimension supplémentaire avec le christianisme, la simplification du monothéisme, la charité, la prise en compte du plus faible. Et vous remarquez que dans le processus historique, les Nordiques n'ont jamais compris cet aspect chrétien et le positivisme gréco-romain non plus. Par contre, ils ont toujours travaillé sur le pourrissement de ces mouvements-là qui ont émergé, mais on va dire relativement. Le pourrissement des mouvements gréco-romains et chrétiens a induit une prédation de la superficialité dans la défaite que représente le côté nordique anglo-saxon. Dans le temps, ça va donner les anglo-saxons. Et en fait, ils ont toujours travaillé à saboter cet héritage gréco-romain au profit de leur complaisance consumériste voyoucrate. Et ça donne, si vous voulez, la prédation de l'Empire catholique par le protestantisme, par exemple. Et puis, dans la parabole des coqs, cette démolition contrôlée bénéficie au petit coq juif qui manipule sur l'échec des autres, parce que lui, il est le bout de tableau matérialiste à cause des circoncisions, le rapport émancipatif plancher, si vous voulez. En fait, il manipule les uns les autres dans une démolition contrôlée à son avantage.
C'est tout le processus historique qui amène au projet du Grand Israël, alors que l'Empire romain avait ventilé les temples juifs. Progressivement, la prise de pouvoir des rois nordiques qui s'approprient le christianisme et qui vont retranscrire le comportement de Vandale des Nordiques par les croisades, hein, va faire que on va voir un effondrement progressif du christianisme au profit d'une voyoucratie juivisée barbacienne. Voilà. Et le mouvement chrétien sioniste, c'est cette imposture paganique qui se cache derrière le christianisme au profit du judaïsme. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dupe sur ce que représente Trump et les mouvements chrétiens sionistes. Voilà. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comment il faut inscrire, par exemple, l'enlèvement de Maduro ou la mort de Kadhafi dans un processus historique plus global. C'est-à-dire que ce sont des étapes de démolition contrôlée de mouvements idéologiques inscrits dans des dynamiques de conflits mimétiques. Voilà, qui a un suivi et que ça procède d'une démolition contrôlée. Voilà. Et après, il y a des marqueurs qui permettent de comprendre que ça ne va pas dans la bonne direction, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai abordé la Shoah, et que j'aborde les mythologies pour expliquer que si un groupe est à la tête de quelque chose de collectif et que ce groupe est marqué par un défaitisme, c'est très mauvais signe. Voilà. Bon. Mais la philosophie gréco-romaine, le christianisme, c'est toujours à disposition. Alors après, il faut faire un travail de détricotage des mensonges, du travestissement qui s'y sont accolés, mais ce sont toujours des outils très performants pour travailler à l'émancipation, si vous voulez, pour aller du côté du cheminement spirituel. Il y a des outils formidables dans le christianisme non dévoyé et dans la mythologie gréco-romaine. Voilà. Bon, le parcours du Christ, hein, je reviens là-dessus, c'est comment on peut le prendre pour un parcours personnel au sein de sa propre famille, par exemple. Hein, les enfants sacrifiés sur l'autel du carriérisme des parents, et comment il faut s'émanciper de ça sans y être soumis par le pardon, la maturité, la droiture. Ce qui est important dans le parcours du Christ, c'est les étapes où il sort Marie-Madeleine de la prostitution, où il chasse les marchands du temple. Hein. Ça, l'Église catholique a totalement oublié, hein, parce que là, l'Église catholique, ce sont des gens qui sont totalement soumis et compromis avec la voyoucratie juive. Hein. Et puis, le fait d'être victime d'injustice, de pardonner aux gens obscènes pris dans l'aspect reptilien, barabbasien, voyoucrate, pas par lâcheté ou par faiblesse, hein, mais par hauteur spirituelle, si vous voulez, en comprenant que ces gens-là s'écartent d'un monde lumineux et ne sont pas conscients hein, de ce qu'ils ratent, si vous voulez. Et puis, le processus de résurrection sur le pardon, qui fait que l'âme n'est pas altérée par les égos narcissiques complexés, et que du coup, en réalité, le Christ n'est pas mort, mais est immortel, et toujours en symbiose avec Dieu. Bon, on peut le voir comme ça dans le symbole occulte ésotérique. Je ne dis pas que c'est forcément ça, hein, mais c'est ma version, en tout cas. C'est comme ça que je le prends. Parce que si on le prend au premier degré, bon, ben quoi, c'est un homme qui se démarque des autres par une force de conviction, de caractère, une spiritualité, qui remet en cause la voyoucratie marchande de son époque et qui finit crucifié sur l'autel on va dire, de la voyoucratie martiale et romaine en amont qui s'en lave les mains et du bout de tableau des marchands du temple, s'il vous plaît. Si on le prend au premier degré, on a l'impression que le catholicisme, c'est ça. Hein, ce sont des gens qui sont en train de dépérir après avoir échoué à changer les choses. Mais le Christ, c'est évidemment pas une défaite et, si vous voulez, un échec dans la tentative de remise en cause des choses. C'est bien plus profond que ça. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour que son histoire perdure. Et ce qui est important, c'est la résurrection et le côté immortel du Christ, en réalité, qui a vaincu. Enfin, il n'avait pas besoin de vaincre, il avait déjà probablement vaincu. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait un processus où il était obligé de se confronter à ça pour surmonter,
ou est-ce qu'il n'avait pas d'ambiguïté et qu'il l'a fait exprès de se sacrifier pour que, par le processus de résurrection derrière, les gens se souviennent de son histoire et s'en servent, si vous voulez. Ça, moi, je prétends pas détenir la vérité. Je dis que le plus important dans l'histoire du Christ, c'est de comprendre l'histoire du pardon, de ne pas oublier qu'il a chassé les marchands du temple sans ambiguïté, et l'histoire du pardon qui fait que du coup les gens ne sont pas dans le fait de dire je vais me venger, je vais les massacrer, parce que l'histoire de l'humanité c'est ça, hein, c'est des injustices, des choses et puis des vengeances. Or le Christ est bien plus fort et solide que ça, et donc il pardonne, et il y a la résurrection qui est la symbolique, si vous voulez, du fait que ce n'est pas un échec, mais en réalité un calcul prémédité pour qu'il y ait une histoire à disposition comme outil d'émancipation pour les hommes. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que la Shoah, et les gens qui se cachent derrière la Shoah, c'est une négation de cette réalité émancipative. Et c'est pour ça que le droit international qui naît après la Seconde Guerre mondiale et qui prend comme socle la Shoah était comment dire, était voué à s'effondrer et à ne laisser place qu'à des comportements mafieux qui ne respectent plus rien, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une planification de la mise sur piédestal de la voyoucratie américaine au détriment de l'Europe continentale et en porte-à-faux avec le communisme. Voilà. Alors, je vais lire un peu ce que vous avez dit. Merci déjà pour être présent. Encore une fois de plus, meilleurs vœux. Thierry Messon a qualifié Pasqua de grand républicain, quelque chose dans le genre. Oui, comme je vous ai dit, là, le gaullisme, il y a des choses intéressantes dans le gaullisme, mais c'est bancal. Et donc, je critique le gaullisme parce que si on reste sur la vision gaulliste ou même marxiste, on n'a pas la vérité sur le mouvement nationaliste dont on peut se servir aussi, parce que, contrairement à la voyoucratie communiste mise sur pied par la City Wall Street et qui après a essayé de s'en démarquer, mais qui a participé aux époques de décadence, hein, je veux dire, l'Allemagne d'après Première Guerre mondiale était croulée sous la dette, était dans une période de décadence, et les communistes ont participé à ça. Ceci explique cela aussi. Il faut comprendre les massacres des communistes et l'implication des communistes dans la décadence collective aussi. Mais c'était souvent des groupes juifs, hein, d'ailleurs, d'influence juive, hein, dans l'aspect du marxisme le plus nocif vient du côté juif, parce qu'on peut avoir un marxisme utile et positif, hein, par certains aspects. Je ne veux pas taper sur le communisme pour taper sur le communiste. Hein. Il y a des choses intéressantes dans le socialisme et le communisme. Mais il faut voir que c'est une étape planifiée par la City Wall Street et que finalement, avec l'aspect social très triste, ça finit toujours par aller dans la direction d'Israël. Hein, on va être clair. Et donc, mentir sur le national-socialisme allemand ou le fascisme italien, c'est se priver d'outils de lecture complets. Et le gaullisme fait obstacle à cette compréhension par son ambiguïté. C'est pour ça que je rappelle bien, Rothschild s'est jamais plaint de Gaulle. Hein. De Gaulle, c'est la perte des colonies françaises d'Indochine. Ce sont les lois favorables à la communauté juive. Et c'est tout le processus qui amène à mai 68 dans son dos, si vous voulez. Hein. Donc Pétain induit de Gaulle qui induit mai 68. On voit le processus d'évolution contrôlée. Bon. Et donc, quand je commence cette vidéo pour parler du droit international et que l'enlèvement de Maduro procède d'une infraction aux règles internationales, Thierry Messon, quand il s'exprime là-dessus, lui, il dit que non, parce qu'il est dans le Trumpisme quelque part. Et c'est bizarre. Les gaullistes sont ambigus sur cette histoire de Trump. Voilà. Moi, je dis, il faut être clair, il ne faut pas attendre... on dit « aide-toi et le ciel t'aidera », mais ce qui est valable au point de vue spirituel est valable au point de vue politique aussi. Il ne faut pas attendre de Trump ou de Poutine pour sauver la France. Hein. La France, elle n'a pas à être déjà soumise ni par les Américains ni par les Russes, mais elle devrait pouvoir créer, si vous voulez, une expression de sa propre morale et spiritualité qui reprend la main d'une manière typiquement française et pour un contexte français, si vous voulez, sur la décadence. Voilà. Et le problème du gaullisme, c'est qu'aujourd'hui,
Bon, il y a des gens qui tiennent la route, hein, des Xavier Moreau, des gens comme Alain Soral aussi, qui sont costauds. Thierry Messant dit des choses intéressantes. Même le groupe Philippot, Asselineau, Villepin. Mais il y a quand même un résiduel gaulliste très homosexualisé. Quand on prend beaucoup des gens qui disent des demi-vérités intéressantes. Hein. Villepin, bon, il y a des choses intéressantes, mais après, il y a d'autres qui sont tout à fait dans le mondialisme. Mais il y a un côté homosexualisé gaulien résiduel et qui ne semble pas, si vous voulez, gêner tant le mondialisme unilatéral que ça. Hein. Et puis, ils ne sont pas capables de s'entendre entre eux. Hein. Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan. Après, vous avez des personnages comme Jacques Cheminade, bon, très intéressant sur la voyoucratie anglaise, sur l'assassinat de Kennedy, par contre très caricaturaux sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les forces du mal contre les forces du bien. Vous avez des gens comme Pierre Hillard qui sont intéressants dans la critique du mondialisme, mais qui sont évidemment avec le défaut du gaullisme et la caricature de la Seconde Guerre mondiale. Alors les Allemands font partie de l'équation quand même dans le financement, hein, mais du moins ils essayaient de lutter contre la décadence judo-bancaire. Les marxistes vont dire que le capital s'est appuyé sur une de ces expressions, si vous voulez, à cette époque, mais les marxistes en sont aussi l'expression. Donc, savoir, moi je pense que le national-socialisme et le fascisme, qui ont fait un travail de nettoyage hein, par rapport à l'influence communiste, étaient plus costauds, même si c'était des voyous colonialistes et très ancrés dans une certaine forme de patronat patriarcal. On peut toujours argumenter sur d'où vient le financement de l'Allemagne, mais au moins il luttait contre la dette judo-bancaire et contre la décadence et l'assimilation de l'Europe. Voilà. Je dis De Gaulle, il a été du côté de Londres, donc il a participé à aller du côté de ceux qui ont planifié la démolition de la vieille Europe. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut replacer le gaullisme dans ce qu'il est pour pouvoir enlever les mensonges du gaullisme, pour débloquer, si vous voulez, si on recherche vraiment la vérité sur la Seconde Guerre mondiale, voilà. Alors des fois, il y a Alain Soral qui va sur ce registre-là parce qu'il utilise du national-socialisme pour sauver les meubles de ces mouvances robespierriennes, stalinistes et gaullistes, même si lui, il a peut-être effectivement des élans, peut-être aussi nationaux, qui se rapprochent du nationalisme sur certains côtés. Quoi. Après, je ne sais pas. Il a des ambiguïtés. Hein. Tout ce monde français de la dissidence est assez inégal et ambigu, si vous voulez, avec des défauts assez grossiers. Moi, je fais partie d'aucun groupe. Je ne me considère pas comme un dissident. Je ne suis pas un national-socialiste, un fasciste. J'essaie d'être impartial et de remettre les choses à leur place. Donc, ça demande une certaine honnêteté sur tous les groupes, si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la symbolique des camps de concentration? Parce que ça, c'est le pauvre juif victime du méchant allemand dans des camps de travaux forcés, qui finit gazé, à qui on prend les dents en or, et dont on fait du savon humain. Ça fait partie d'une mythologie avec une symbolique étudiée pour noyer, si vous voulez, la réalité du monde qui est en train de se mettre en place. Les chambres à gaz, on est en train aujourd'hui de gazer les gens dans le monde artificiel. Et quand je dis gazer, c'est pas une image. Les chemtrails, c'est une réalité. On est en train de gazer les gens pour les enfoncer dans le monde artificiel. On a l'impression que la symbolique les termes symboliques de la Shoah ont été savamment choisis pour justement cacher ce qui était en train de se mettre en place. On sait les dents en or. Pour avoir une dent contre quelqu'un, c'est l'exploitation du conflit aux autres et faire de l'argent sur ce conflit. Si vous dites que les Juifs ont été victimes et qu'on leur a volé leurs dents en or, on a l'impression que cette mythologie a caché le fait qu'il y a des spécialistes quand même du divisé pour mieux régner et qui renvoient la parabole des coqs. Il y a toujours des groupes... regardez comme la communauté juive est capable de dire à un moment donné, touche pas à mon pote, venez vivre les immigrés, et de faire dans l'antifascisme, de dire regardez ce méchant Marie Le Pen raciste, et puis quand Netanyahou génocide des Palestiniens, de dire ah ben maintenant qu'il est mort, on s'en fout, Le Pen avait raison, dehors les Arabes, si vous voulez. Vous voyez, il y a des spécialistes de l'exploitation du conflit. Et j'ai l'impression que la mythologie choatique et les dents en or, ça renvoie, si vous voulez, au fait de maquiller cette réalité-là et de le faire passer sur ceux qui essayaient de sortir de la dette judo-bancaire. Vous voyez, les savants humains. On imagine mal que des gens qui
On va prendre la caricature de l'allemand qui, selon un certain point de vue, notamment des antifascistes, pense que la race juive est une race obscène et une insulte à l'humanité, on va dire. Allez, on va faire une caricature. On voit mal des gens qui détestent les juifs et qui les considèrent comme une sous-race bâtarde, on va dire, ou des gens aliénés, prendre du savon humain et en faire des savons pour se nettoyer. Par contre, si vous voulez dire exploiter la société de consommation à son avantage et que vous voulez noyer le poisson, parce qu'il faut bien comprendre, la mafia, elle a toujours fonctionné sur le fait de cacher ses crimes par de l'inversion accusatoire, par le bouc émissaire et par un épouvantail, si vous voulez. Donc on a l'impression que quand Lanzmann dit oui, le terme Shoah, c'est fait exprès pour que personne ne comprend et c'est très bien comme ça, on a l'impression qu'ils ont planifié, si vous voulez, cette mythologie shoatique parce qu'ils ont identifié que la Seconde Guerre mondiale, c'est une voyoucratie qui s'est mise en place sur un mensonge et qu'il fallait plus mentir et exploiter ça pour s'enfoncer, si vous voulez. Et si ça, c'est le socle du droit international post-Seconde Guerre mondiale, ça explique bien des choses sur ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout vole en éclats et qu'il n'y a plus que la mafia juive qui génocide les Palestiniens sans que personne ne dise rien, et la mafia américaine qui fait ce qu'elle veut, si vous voulez. Voilà. Avec les naïfs russes qui respectent le droit international et les Chinois aussi qui essayent de légitimer leur mise sur piédestal. Si je pense que de l'eau a coulé sous les ponts depuis 1917. C'est pas nécessaire de tout ramener une mise en pièce des anciens. Mise en pièce des anciens livres du bloc de l'Est et aux mythologies antiques. Bah si, en fait, si vous allez à l'origine, vous comprenez la Bible ou des écrits qui sont bizarres quand on les lit, si vous voulez, tout est basé sur le fait de partir à l'origine pour anticiper les mouvements futurs. Et quand vous partez de ce principe-là, en fait, si vous partez des mythologies, vous comprenez tous les mouvements humains et où ils vont se diriger, s'il vous plaît. Alors bon, est-ce qu'ils vont pourrir, être prédatés par des groupes plus superficiels? Bon, on voit tout ça avec le fil dégradé. Hein. On voit comment l'Empire romain, à un moment donné, pour des raisons de calcul, de cohésion collective, ou peut-être parce que les martyrs chrétiens ont imprégné l'imaginaire populaire, l'Empire romain, à un moment donné, intègre comme base de sa structure le christianisme. Bon, l'Empire romain s'effondre, et puis les Nordiques déferlent. Les Nordiques vont s'approprier, si vous voulez, les vestiges de l'Empire romain et vont essayer de cadrer au christianisme. Ça va donner tous les rois et toutes les monarchies chrétiennes. Un Nordique étant ce qu'il est, l'assimilation du christianisme va être relative et ils vont reproduire par les croisades, si vous voulez, leur comportement de pilleurs. Donc, bon, au début, c'était Jérusalem, il fallait libérer les pèlerins qui étaient harcelés, voire tués, dépouillés par les Arabes qui les empêchaient d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Mais très vite, on voit qu'ils vont se déporter contre Constantinople pour la piller, si vous voulez. À la fin des croisades, pour gérer la mascarade, c'est l'apparition des banques juives. Et le catholicisme, c'est Rome, mais il y avait la branche chrétienne romaine qui va donner Constantinople et qui, par déportation, donnera l'orthodoxie et la Russie orthodoxe. Et donc, c'est quand ils ont été en Constantinople, c'est cet aspect-là qu'ils ont pillé, si vous voulez, en brûlant les bibliothèques où était entreposé le savoir gréco-romain. Et donc, à la fin de cette mascarade, les banques juives gèrent le truc. Et puis, il va y avoir très vite l'apparition du protestantisme, qui est une version plus superficielle, mais mieux organisée du christianisme, appropriée notamment par le monde anglo-saxon, et derrière lequel le paganisme anglo-saxon, le satanisme anglo-saxon va se cacher avec le judaïsme pour opérer la démolition contrôlée, si vous voulez. Et donc là, vous avez tout le processus qui fait que vous avez les guerres de religion, la guerre de 7 ans, les guerres napoléoniennes, la Révolution française, les guerres napoléoniennes, et puis comment on a le processus de démolition contrôlée européen, si vous voulez. Après, on retombe sur le processus des oppositions mimétiques que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, non, c'est nécessaire de revenir en arrière et d'utiliser les mythologies, les anciens alliés, parce qu'il faut replacer chaque chose dans une dynamique collective et dans des mouvements collectifs. Il y a un suivi à faire et pour comprendre les choses, c'est un puzzle, il faut prendre toutes les pièces pour les remettre toutes en place. Bon, 1 heure, ça suffit pour le direct. Hein.
Je pense que c'est pas mal. J'ai parlé du droit international, dans quoi le droit international s'inscrivait. J'ai parlé en fait du parcours des mouvements humains en opposition bioéthique et de la direction que ça prenait avec le futur chinois qui n'est pas forcément de bon augure si la Chine fait aucun travail d'apport spirituel et moral. Bon, on ne peut pas rêver non plus. Est-ce qu'il peut y avoir un changement? Il peut y avoir une révolution spirituelle par un être fort, mais moi j'ai tendance à dire, quand on dit étoile le ciel t'aidera, si les gens refusent de faire un travail spirituel et préfèrent se conformer à un culte satanique technologique, ben, il y aura, je veux dire, le ciel ne va pas envoyer quelqu'un qui correspondra à une volonté collective de s'en sortir. Si les gens ne veulent pas s'en sortir, il y aura pas, ils auront certainement ce qu'ils appellent le Dajjal ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, on ne peut pas vivre dans les ténèbres éternellement. Donc, je pense que l'humanité n'est pas condamnée à vivre dans les ténèbres. Il peut y avoir des aires de ténèbres momentanées. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir aussi une séparation? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une humanité, on va dire, techno-sataniste, qui, pour survivre, une fois qu'elle aura tout gaspillé sur Terre, encore, on peut même imaginer qu'il y a un groupe qui va massacrer la majorité pour pouvoir s'approprier la Terre et pouvoir. C'était les Malthusiens, c'est ça, hein, surtout, ils pensent qu'on est trop nombreux, qu'il faut ramener la population à 500 millions. Bon, ces gens-là n'auront pas gain de cause dans leur projet, mais imaginez qu'ils y arrivent. Bon, bah, voilà. Après, on peut penser que l'humanité, pour survivre, sera peut-être amenée, dans cette optique-là, à créer des univers totalement maîtrisés, hein, au point de vue de l'air, de la nature, de la nourriture, et de faire ça, d'utiliser cette science pour pouvoir coloniser des planètes et survivre sur des planètes étrangères comme Mars, au cas où la Terre soit plus, après avoir tout gaspillé, où les gens seraient fait des guerres ou quoi que ce soit, la Terre est plus habitable, et il faudra peut-être pour ces gens-là miser là-dessus, si vous voulez. Voilà, on peut imaginer, hein, où il y a un groupe minoritaire qui massacre tout le monde pour se prolonger et qui fait de la Terre, qui arrive à gérer la Terre, si vous voulez, ou où il se barre sur une planète étrangère, avec une partie de l'humanité sur Terre et l'autre pour dégorger le côté terrien et aller sur Mars pour, si vous voulez, s'ils ne veulent pas être dans le côté inhumain du génocide et qui veulent juste faire de la gestion de nombre, ben aller effectivement sur Mars pour voilà, hein, se prolonger comme ça. Sinon, il peut y avoir effectivement un messie spirituel qui reprend l'humanité sous la coupe de Dieu et des forces cosmiques, et qui donc amène l'humanité sur le chemin de la sagesse, et donc sur une économie pérenne et sur un rapport matérialiste qui est un tremplin pour un travail spirituel, et donc il y aurait une gestion collective bien plus saine, tout un tas de choses. Voilà. On aurait peut-être du mal aujourd'hui à s'imaginer ce que ce serait une humanité qui dirait là-dedans, tellement l'humanité a été dans le sens inverse. Mais voilà, on peut, il y a peut-être un petit pourcentage de chance pour que ça arrive. Après, je ne suis pas Madame Soleil, hein, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de vision encore. Hein, donc, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Voilà. Voilà. Après, inscrire cette réalité-là dans l'histoire globale, essayer d'anticiper ce que ça va donner, si vous voulez. L'humain est régi par des règles. Ces règles, elles ne changeront pas. Donc, il y aura toujours la possibilité de faire un travail, si vous voulez, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, pour s'émanciper. Voilà. Après, plus les gens acceptent les vaccinations, ne réagissent pas par rapport aux traînées chimiques d'avion, aux additifs dans les aliments, parce que moi, par exemple, à l'histoire des vaccinations sur les vaches, je ne consommerai plus avec de l'ARN messager. Hein. Aujourd'hui, les canards, le foie gras, c'est pratiquement plus du canard. Il y a plus le foie gras, c'est du canard, mais avant, c'était du foie gras d'oie, si vous voulez. Moi, je connaissais le foie d'oie gras, je ne savais pas le canard, je ne savais même pas. Et aujourd'hui, tous les canards, pratiquement, sont vaccinés à l'ARN messager. Moi, je ne prendrai plus jamais de foie gras de canard, et je ne prendrai plus de viande bovine. Hein. C'est une certitude. Même le lait, j'y toucherai plus. Si tout est ARN messager, vous voyez, on est en train d'opérer un travestissement de l'humanité biologique pour pousser à l'artificialisation. C'est pour ça que j'ai suivi la mouvance que
On dit Odin n'a qu'un œil, il se travestit à la fontaine de Mimir. Physiquement, il perd un œil, c'est probablement la spiritualité pour s'enfoncer dans l'homme artificiel. Dit, les anglo-saxons portent, si vous voulez, avec la Silicon Valley, mais moi j'ai étudié tout leur programme, l'opération Phoenix, où ils ont implanté des électrodes à vif dans le cerveau de leurs prisonniers pendant la guerre du Vietnam, avec voilà, le Neuralink maintenant. Ils portent, si vous voulez, ce projet de la Green Machine, de l'homme artificiel. Mais ça passe par les traînées chimiques d'avion, par les nanotechnologies dans les vaccins, par la nourriture modifiée, et plus l'humanité avance dans cette espèce de goulet d'étranglement, plus elle est... ils essayent d'initier ça dans Retour vers le futur, d'ailleurs, ils en parlent. On peut changer un foie dans le futur, un truc, machin. Bon, il y a des avancées médicales qui vont dans ce sens, mais on a l'impression qu'après, peut-être qu'ils vont rendre les gens dépendants au point de vue biomécanique de technologies brevetées, au point de vue médical, et que les gens ne pourront pas s'en passer, si vous voulez. Donc, ils sont tellement affairés à une logique capitaliste prédatrice et à un enfoncement de prédation superficielle qui peuvent en arriver là, si vous voulez. Voilà. On voyait le délire de ceux qui veulent être éternels. Il faut vraiment être à la ramasse pour vouloir être éternel. Hein. Vous imaginez, en plus, les gens, ils sont... C'est quand même pas des lumières, je veux dire. D'être pas une lumière pour l'éternité, c'est pas top, hein, quand même. Enfin bon, ouais. Le processus des réincarnations, ça permet de s'améliorer. Vous avez une vie, c'est un peu comme les saisons. Vous avez des étapes, vous accumulez du karma positif, négatif, vous mourrez, vous faites le bilan, vous revenez, et vous repartez pour vous améliorer. Il n'y a pas de retour en arrière ou d'enfoncement. Quoique, quand on voit le profil de certaines personnes, on se demande s'ils n'ont pas accumulé les erreurs dans une ancienne vie et qu'ils prolongent, si vous voulez. Il y en a, on se demande si ce n'est pas un constat d'échec prolongé de vie en vie. Enfin bon, bref. Mais l'histoire du karma, à mon avis, je pense que je ne me trompe pas, parce que ce qui régit l'humanité, c'est certainement la loi karmique et les réincarnations. L'idée, c'est de s'améliorer et de faire un travail toujours positif dans sa vie pour améliorer ses conditions dans la vie d'après. Et puis, aider les gens à faire pareil de leur côté, si vous voulez. Et on a l'impression que le monde mathématicien, pro-technologique de la compétition et de la prédation rentre en infraction avec ces règles. Et c'est pour ça qu'il faut être observateur et comprendre le monde, la direction et savoir pourquoi on est sur Terre. Voilà. On n'est pas des plantants de peau et on ne peut pas se contenter d'être des touristes. Voilà.